Selon l'association des consommateurs l'UFC Que Choisir, le lait représente un jackpot pour les industriels et distributeurs. D'un côté, les producteurs, de l'autre, les consommateurs semblent être les vrais perdants. Reportage Vincent Serrano, Morgane Rousse. Cécile produit du lait dans son exploitation familiale à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. 10 heures de travail en moyenne par jour pour un salaire brut de 1 500 € par mois. Comme elle, les producteurs de lait vendent le litre à un peu moins de 32 centimes d'euros. Un prix fixé par les négociants industriels eux-mêmes. Nous, on est régis par des prix soit nationaux, soit même sur le marché mondial pour partie. Donc on a des prix très volatiles, mais qui sont pas, cette volatilité n'est pas répercutée directement aux consommateurs. En clair, les intermédiaires entre producteurs et consommateurs répercutent les hausses des matières premières agricoles, mais rarement les baisses. En 10 ans, ces industriels qui transforment les produits bruts et les distributeurs qui vendent au public ont augmenté leur marge de 31% sur le lait. On s'aperçoit que la marge, le consommateur paye son produit relativement cher et que entre les deux, il y a une marge quand même qui est passée on ne sait où, on va dire. En tout cas, elle n'est pas dans la poche de l'éleveur actuellement, quoi. Aujourd'hui, le prix du litre vendu aux Français coûte en moyenne 75 centimes d'euros. En bout de chaîne, c'est une nouvelle fois le consommateur qui met la main à la poche. Le 21 janvier dernier, à la demande de l'association des fils et filles de déportés, le ministère de la Culture a retiré Louis-Ferdinand Céline de la liste des personnalités à célébrer. Auteur mondialement connu tant pour son style que pour son antisémitisme, l'affaire fait du bruit. Un reportage de Clément Fayolle et Emmanuel Vieillard. Chez le père Pénard, bouquiniste du Vieux Lyon, on trouve du Céline. L'auteur est recherché par un public éclectique et ses ouvrages restent rarement longtemps en stock. Cette reconnaissance et ce succès amènent à s'étonner de cette gêne autour de la célébration du 50e anniversaire de sa mort. C'est un gros débat, c'est vraiment un gros débat parce qu'en fait il est incontestable aujourd'hui que le travail littéraire de Céline est reconnu par des tonnes de gens et en même temps personne n'arrive à décoller l'étiquette politique de ça. Donc la question est, dans combien de temps est-ce qu'on la décollera ? Le refus de célébrer avec chauvinisme un auteur français connu à l'étranger, qui plus est lauréat du Renaudot, est une chose plutôt rare. Ce sont ses 3 essais antisémites d'avant-guerre et son amitié pour de célèbres collaborationnistes qui le rendent infréquentable. Pour nous, il n'est pas question de célébrer Céline. Pourquoi célébrer Céline? Je ne vois pas la raison. Ça a été véritablement, ça a été un écrivain antisémite pendant la période de Vichy qui était avec des mots qui tuent, d'une haine invraisemblable. Sulfureux pour certains, incontournable pour d'autres, son style particulier et son chef-d'œuvre Voyage au bout de la nuit sont salués par tous. Sa bibliographie, hormis les 3 ouvrages antisémites qu'il interdit lui-même dans son testament, est éditée en livre de poche et à la Pléiade. Impossible donc de parler de censure, il s'agirait plutôt de la crainte d'un nouveau scandale. Il y a très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Les représentants de l'Université d'Ottawa au Canada étaient présents pour la première fois mercredi à l'Université Lyon 2. Le but, vanter les qualités des études canadiennes, de l'art à la médecine en passant par la gestion. Le campus d'Ottawa propose un vaste choix d'études, le tout en anglais ou en français. Le bilinguisme, un argument de poids pour les étudiants français désirant apprendre l'anglais. Dans le public, beaucoup de futurs bacheliers, mais aussi des étudiants en réorientation. Tous sont intéressés par une expérience à l'étranger. Le seul hic, le coût, il faut compter environ 25 000 € pour une année d'études à Ottawa, entre les droits de scolarité, le logement ou encore le transport. Un pas de plus vers le grand stade. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, et son équipe ont enfin déposé le permis de construire à la mairie de Dessines. L'autorisation pourrait intervenir en septembre prochain et mettrait donc fin à plusieurs années de polémique entre les pros et anti-stade. En attendant, le parcours est encore semé d'embûches pour le Stade des Lumières. 9 enquêtes d'utilité publique seront lancées dès le mois d'avril. En France, on compte pas moins de 197 casinos. Les jeux d'argent attirent, mais l'accession au métier des jeux est peu connue. À Lyon, la Cyrus Casino Academy propose une formation au métier de croupier. Un reportage de Sarah Missaoui et Marion Berchet.
Poker, roulette ou blackjack, les croupiers sont les maîtres du jeu, mais avant d'avoir les cartes entre les mains, une formation s'impose. Son prix 4 400 € pour 10 semaines de cours intensifs. Les élèves se familiarisent avec l'univers et apprennent à compter les jetons, mais d'autres qualités sont requises. Des facilités en calcul mental, être assez habile de ses mains, parce que c'est un métier où on manipule beaucoup de jetons, beaucoup de cartes, et ne pas être trop sujet au stress. Depuis sa création en 2003, la Cérus Casino Academy a formé 1400 croupiers. Entre 10 et 15 personnes sont sélectionnées à chaque session. Aucun diplôme n'est nécessaire, le principal est d'être passionné. J'aimais beaucoup tout ce qui était argent, tout ce qui était jeu. J'ai commencé par les jeux vidéo, ensuite, passé à 18 ans, j'ai voulu aller au casino. Et puis avec les médias, avec les télés, les émissions, ça amplifiait la chose. Donc du coup, j'étais gros joueur et j'ai décidé de passer de l'autre côté. En France, il y a 5000 croupiers, leur salaire brut est de 1 377 €, une somme qui peut paraître faible au vu des conditions de travail. Les croupiers exercent leur métier la nuit, les jours fériés et les soirs de fête. Le salon du bricolage ouvre ses portes le 28 janvier à l'espace double mixte de Villeurbanne. Et les Français sont de plus en plus adeptes de ce loisir. Les explications de Jean Barrière et Brice Nativelle. Vaste choix dans ce magasin de la presqu'île. Des vis acier, inox, fraisé, Vistor. Il y a tout ce qu'il faut pour satisfaire les bricolos. De quoi s'équiper pour travailler soi-même et limiter ainsi les dépenses. J'ai pas forcément les moyens de faire appel à un professionnel pour des petites choses comme ça. Et puis en plus, c'est quelque chose que je sais faire. Qui, une fois que c'est mis en œuvre, est plaisant à faire. Donc voilà, c'est assez naturel. Mais l'argument économique n'est pas le seul, l'épanouissement personnel en est un autre. Je pense que la motivation principale, c'est une satisfaction personnelle d'abord de pouvoir faire soi-même, de pouvoir créer, de pouvoir embellir son intérieur. Aujourd'hui, on est dans des époques où on aime se retrouver chez soi et on aime pouvoir embellir son cadre de vie. Bon, d'accord. Donc au début, vous allez y aller doucement. D'accord. Et en bien pour les sous-doués du bricolage, direction cet atelier du 7e arrondissement pour suivre une formation et ainsi gagner en indépendance. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux que la première. L'idée étant d'éviter d'appeler un voisin, un artisan, un cousin ou son mari pour faire quoi, ou sa femme, hein, mais pour faire tout et n'importe quoi chez soi. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à ces différentes préoccupations assez permanentes pour beaucoup de gens. En 2010, les Français ont dépensé en moyenne 649 € par an dans leur budget bricolage, de quoi nous placer sur la deuxième marche du podium européen, derrière l'Allemagne. L'époque est au vintage, mais tout le monde ne conçoit pas ce phénomène de mode de la même manière. Il y a les nostalgiques des années 50 à 70 et les collectionneurs de pièces exclusives, sans oublier les grandes enseignes qui tentent de s'approprier le terme. Un reportage de Dimitri Wetzel et Gary Grenier. Dans cette rue piétonne de Lyon, le vintage envahit les grandes boutiques. À l'intérieur, des vêtements aux allures rétro existent de toutes les couleurs, à toutes les tailles, bref, la mode a bien englouti le phénomène. Mais s'agit-il d'un vintage authentique? Pas vraiment. Le rétro se niche plutôt dans les friperies, ces magasins souvent éloignés des artères commerciales où chaque pièce est unique. Voilà, ça c'est des produits d'époque. Hein. Et aujourd'hui, comme il y a un effet de mode, donc le terme vintage est beaucoup plus utilisé, mais en fait le vintage c'est vraiment de l'ancien. C'est-à-dire c'est pas de la réédition comme les grandes marques font aujourd'hui, c'est-à-dire on réédite ce qui était il y a 30, 40 ans dans du neuf. Ici on cherche la perle rare, des articles inimitables car confectionnés à la mode des années 50, 60 et 70, époque où dans les usines de couture, la qualité des tissus primait sur leur coût. De nos jours, tout ce qu'on voit dans les boutiques, c'est des produits vieux, mais recyclés. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et je préfère venir dans les boutiques vintage pour... je cherche plus l'originalité des produits. Ali Azouz a son réseau de grossistes en fripe. Il écume les marchandises qu'il lui propose et choisit celles qui vont finir dans son magasin. Des vêtements qui lui rappellent le plus souvent ses 20 ans.